Vous êtes debout dans les rues de Sparte par une froide matinée d'automne, en l'an 405 avant Jésus-Christ. Autour de vous, des dizaines de mères spartiates se tiennent en silence devant leur maison. Elles ne pleurent pas, pleurer serait une honte. Elles regardent simplement leur fils de 7 ans, des enfants qui jouaient hier encore avec des jouets en bois, se faire emmener par des hommes en tunique rouge. Les garçons ne comprennent pas encore ce qui leur arrive. Certains sourient, excités par l'aventure. D'autres tremblent, sentant instinctivement que quelque chose de terrible commence. Vous voyez un petit garçon se retourner une dernière fois vers sa mère. Elle ne bouge pas. Elle ne lui fait pas signe. Elle reste immobile comme une statue de marbre. C'est la loi spartiate. Montrer de l'émotion, c'est montrer de la faiblesse. Et la faiblesse n'existe pas à Sparte. Ce garçon ne reverra jamais vraiment sa mère. Pas comme un fils. Dans 13 ans, s'il survit, il reviendra comme un étranger. Un guerrier. Un homme brisé qui a appris à ne rien ressentir. Mais cette nuit, dans quelques heures, il apprendra sa première leçon. Et cette leçon n'a rien à voir avec le combat. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur Sparte. Tout ce que l'histoire vous a enseigné, les films que vous avez vus, les livres que vous avez lus, présentent Sparte comme une société de guerriers d'élite. Disciplines, courageous, invincibles. L'agoge, leur système d'éducation, est souvent décrit comme un entraînement militaire rigoureux mais nécessaire pour créer les meilleurs soldats du monde antique. C'est un mensonge. Ou du moins, c'est seulement une fraction de la vérité. Ce que l'agoge faisait réellement aux garçons spartiates, ce que la société spartiate considérait comme éducation, était un système d'abus systématique, de privation calculée et d'exploitation sexuelle institutionnalisée qui durait 13 ans. Ceci n'est pas une histoire sur l'entraînement militaire spartiate. C'est une histoire sur comment une société entière a normalisé la torture et l'abus d'enfants en l'appelant éducation. Sur comment des milliers de garçons ont été détruits psychologiquement et physiquement, puis forcés de perpétuer le même système sur la génération suivante. La vraie question n'est pas de savoir si les Spartiates étaient de bons guerriers. C'est de savoir comment une civilisation a pu transformer l'enfance en calvaire et appeler cela de la vertu. Si comprendre comment les sociétés glorieuses cachent leurs atrocités derrière des mythes de courage et d'honneur vous importe, restez jusqu'à la fin. Cette chaîne existe pour détruire les légendes confortables que l'éducation classique préfère maintenir. Laissez-moi vous montrer ce que l'agoge spartiate faisait réellement aux garçons de 7 ans. Le système commençait exactement à 7 ans. Pas 6. Pas 8. 7. C'était la loi, établie par Lycurgue, le législateur mythique de Sparte, dont les lois étaient considérées comme sacrées et immuables. À cet âge précis, chaque garçon spartiate était arraché à sa famille et emmené dans ce qu'on appelait l'ajla, les troupeaux de garçons. Plutarque, historien grec qui a écrit la biographie de Lycurgue au 1er siècle après Jésus-Christ, décrit ce processus avec une franchise troublante. L'enfant n'appartenait plus à ses parents mais à l'État. Dès l'âge de 7 ans, il était enrôlé et classé dans des compagnies où il vivrait sous la même discipline et partagerait les mêmes exercices. Ce que Plutarque appelle pudiquement discipline et exercice cachait une réalité bien plus sombre. Les garçons étaient emmenés dans des camps situés dans les collines autour de Sparte. Loin de la ville. Loin de toute supervision familiale. Loin de tout témoin qui pourrait remettre en question ce qui s'y passait. Ils dormaient sur des nattes de roseaux qu'ils devaient fabriquer eux-mêmes, dans des baraquements froids et humides. Pas de couverture. Pas de chauffage. Même en hiver. La privation de nourriture commençait immédiatement. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Xénophon, autre historien grec et admirateur de Sparte, explique que Lycurgue pensait que les garçons devaient être affamés pour qu'ils deviennent audacieux et rusés, forcés de voler leur nourriture. Voler. À 7 ans. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que c'était éducatif. Les garçons étaient délibérément sous-nourris, puis punis sévèrement s'ils se faisaient prendre en train de voler de la nourriture. Pas punis pour avoir volé, mais pour s'être fait prendre. La leçon était claire, la ruse compte plus que la moralité. Ne pas se faire attraper est plus important que ne pas commettre le crime. Plutarque raconte l'histoire célèbre d'un garçon qui a volé un renard et l'a caché sous sa tunique. Quand il a été interrogé, le renard a commencé à lui déchirer les entrailles. Plutôt que d'avouer et de montrer de la faiblesse, le garçon est resté silencieux jusqu'à ce qu'il s'effondre mort, ses organes internes déchiquetés. L'histoire est racontée comme un exemple de courage spartiate. C'est en réalité l'histoire d'un enfant terrorisé qui préférait mourir plutôt que d'admettre une faiblesse. Un enfant qui avait été conditionné à considérer la mort comme préférable à l'humiliation. Mais la privation de nourriture et le froid n'étaient que le début. La vraie éducation commençait après la tombée de la nuit.
C'est là que le système d'Éraste et Éromno entrait en jeu. Des mots grecs élégants pour une réalité brutale. Éraste signifie amant ou protecteur. Éromno signifie bien-aimé ou protégé. Dans le contexte spartiate, cela signifiait qu'un homme adulte, généralement entre 25 et 40 ans, était assigné à un garçon de la gauge. Officiellement, l'Éraste était un mentor. Il était censé guider le garçon, lui enseigner les valeurs spartiates, le préparer à devenir un guerrier. Les sources anciennes décrivent cette relation en termes nobles. Un lien sacré entre un homme expérimenté et un jeune apprenant. La réalité, documentée dans les mêmes sources quand on lit attentivement, était très différente. Plutarque écrit, presque en passant, que si un garçon ne trouvait pas d'amant, c'était considéré comme une honte, un signe qu'il manquait de qualité méritoire. Réfléchissez à cette phrase. Un enfant de 7, 8, 9 ans qui n'attirait pas l'attention sexuelle d'un homme adulte était considéré comme déficient. Élien, historien romain du IIe siècle, est plus direct. Il écrit que les hommes spartiates courtisaient les garçons comme d'autres courtisent des femmes, et cette pratique était non seulement tolérée, mais encouragée par la loi. Courtiser. Un mot poli pour décrire des hommes adultes qui ciblaient des enfants. Le système fonctionnait ainsi. Quand un garçon entrait dans la gauge à 7 ans, il était observé par les hommes adultes de Sparte. Ceux qui avaient terminé leur propre formation militaire, mais qui n'étaient pas encore mariés, ou même ceux qui l'étaient, choisissaient des garçons qui les intéressaient. Ce choix n'était pas fait par l'enfant. Il était fait par l'homme. Le garçon n'avait aucun mot à dire. Refuser un Éraste était impossible. Cela aurait signifié rejeter un citoyen spartiate, ce qui était impensable. Une fois qu'un homme choisissait un garçon, la relation commençait. L'Éraste avait un accès total à l'Éromno. Il pouvait le visiter dans les baraquements. Il pouvait l'emmener à l'écart. Il pouvait faire ce qu'il voulait, tant qu'il le faisait sous le couvert de l'éducation. Les textes anciens utilisent des euphémismes. L'Éraste enseignait la virilité à son Éromno. Il lui montrait comment devenir un homme. Il partageait un lien intime qui fortifiait l'esprit guerrier. Mais d'autres passages, moins souvent cités, sont plus explicites. Plutarque mentionne que les relations intimes entre Éraste et Éromno étaient considérées comme naturelles et nécessaires à la formation du caractère. Élien note que les lits dans les baraquements de la gauge étaient partagés entre les hommes et les garçons. Partages. Un enfant de 7 ans partageant un lit avec un homme de 30 ans. Et c'était la norme. La loi. L'éducation. Certains historiens modernes tentent de minimiser cela. Ils parlent de pédérastie grecque, comme d'une pratique culturelle différente qu'on ne peut pas juger avec des standards modernes. Ils suggèrent que ces relations étaient chastes ou platoniques dans de nombreux cas. Les sources primaires racontent une histoire différente. Athénée, dans son Depnosophiste, cite un ancien texte spartiate qui décrit comment l'Éraste touchait et formait le corps de son Éromno, le préparant physiquement à la guerre. Le verbe utilisé, en grec ancien, a des connotations explicitement sexuelles. Xénophon lui-même, qui admirait Sparte, admet que certains hommes abusaient du système et que la loi spartiate punissait ceux qui étaient trop ouverts dans leurs désirs pour les garçons. Notez la formulation. Pas ceux qui avaient des désirs pour les garçons, mais ceux qui étaient trop ouverts à ce sujet. Le problème n'était pas l'abus. Le problème était d'être indiscret. Pour un garçon de 7 ans, fraîchement arraché à sa famille, affamé, gelé, terrifié, l'arrivée d'un Éraste était présentée comme un honneur. Tu as été choisi. Un homme important t'a remarqué. Tu as de la chance. Mais la nuit, seul avec cet homme, le garçon apprenait ce que chance signifiait vraiment. Et il apprenait qu'il n'y avait personne vers qui se tourner. Pas ses parents, qu'il avait abandonnés à l'état. Pas les autres garçons, qui vivaient la même chose. Pas les autorités, parce que c'était elles qui avaient créé ce système. Il apprenait la leçon la plus importante de la gauge. Tu es seul, tu es impuissant, et ta souffrance est normale. Mais l'abus sexuel n'était qu'une partie du système. La gauge détruisait les garçons de multiples façons simultanées, créant un environnement de terreur totale qui ne laissait aucun espace pour la sécurité ou la dignité. Les punitions physiques étaient constantes et brutales. Plutarque décrit comment les garçons étaient fouettés pour la moindre infraction. Pas des fessées symboliques. Des flagellations publiques avec des fouets en cuir qui déchiraient la peau et laissaient des cicatrices permanentes. Il existait même un rituel annuel appelé diamastigosie, où les garçons étaient fouettés devant l'autel d'Artémie Orthia jusqu'à ce que le sang coule abondamment sur l'autel. C'était considéré comme un test d'endurance. Les garçons qui criaient ou montraient de la douleur étaient humiliés publiquement. Ceux qui s'évanouissaient étaient considérés comme faibles. Certains mouraient pendant ce rituel. Pausania,
géographe grec du IIe siècle, mentionne avoir vu l'autel encore taché du sang de générations de garçons. Il décrit cela avec admiration, comme preuve de la dureté spartiate. Les Spartiates modernes, les touristes qui visitent les ruines de l'autel aujourd'hui, ne mentionnent jamais les enfants morts. Ils parlent de tradition et de discipline. À 12 ans, les choses empiraient. C'était l'âge où les garçons entraient dans une phase appelée pédisquoi. Leur éraste avait maintenant un contrôle encore plus total. La relation, qui avait commencé quand le garçon avait 7 ans et l'homme 25, continuait. Maintenant le garçon avait 12 ans. Pubera. Et l'homme avait 30 ans. Les textes ne cachent même plus ce qui se passait. Plutarque écrit que les hommes nobles de Sparte partageaient même leurs jeunes amants avec leurs amis, considérant que cela renforçait les liens entre guerriers. Partagaiant. Des enfants de 12 ans étaient partagés entre hommes adultes. Et c'était considéré comme noble. Élien ajoute que, lors des banquets militaires, les Héromènes servaient leur éraste et participaient aux festivités, apprenant ainsi les coutumes des hommes. Ces banquets, les Syssitia, étaient des événements où les hommes spartiates mangeaient, buvaient et se vantaient de leurs exploits. Les garçons étaient présents, servant le vin, écoutant des conversations violentes et sexuelles, puis retournant avec leur éraste après. Retornant. Encore un euphémisme poli. Mais le véritable test final de la gauge venait à 18 ans, avec le crypteia. C'était présenté comme l'épreuve ultime, la transition finale vers la virilité spartiate. En réalité, c'était un meurtre ritualisé d'êtres humains innocents. Voici comment cela fonctionnait. Les garçons les plus prometteurs, ceux qui avaient survécu 11 années d'agoge, étaient sélectionnés pour le crypteia. Ils recevaient un poignard et étaient envoyés seuls dans la campagne spartiate pendant une année entière. Leur mission officielle était de patrouiller le territoire et vivre de leurs compétences. Leur mission réelle, documentée par Plutarque et d'autres, était de traquer et tuer des hélos. Les hélos étaient les esclaves de Sparte. Des populations conquises, principalement de Messénie, qui constituaient la majorité de la population sous contrôle spartiate. Ils cultivaient la terre, faisaient tout le travail manuel et vivaient dans une terreur constante. Chaque année, Sparte déclarait officiellement la guerre aux hélos. Pas métaphoriquement. Literalment. Une déclaration formelle qui rendait légal le meurtre de n'importe quel hélo, à tout moment, sans raison. Le crypteia était l'application de cette politique. Les jeunes Spartiates de 18 ans, fraîchement sortis de 11 années de torture et d'abus, étaient envoyés chasser des êtres humains. Spécifiquement, ils ciblaient les hélos les plus forts, les plus intelligents, ceux qui pourraient potentiellement devenir des leaders d'une révolte. Thucydide, historien athénien généralement sobre et factuel, décrit un incident où les Spartiates ont invité 2000 hélos qui s'étaient distingués dans les campagnes militaires à célébrer leur liberté. Ils ont été couronnés de fleurs et conduits autour des temples. Puis ils ont tous disparu. Personne n'a jamais su comment chacun d'eux est mort. Despero. 2000 personnes. Assassinées méthodiquement par l'État spartiate pour avoir été trop compétentes. C'était le monde dans lequel les garçons du crypteia opéraient. Ils chassaient des familles hélotes la nuit. Tuaient des hommes dans leurs champs. Violaient des femmes hélotes comme pratique pour la guerre. Assassinant quicunque semblate dangeriax. Et cela faisait d'eux des hommes. Des citoyens spartiates. Des guerriers complets. Pensez à ce que cela signifiait psychologiquement. Un garçon qui avait été systématiquement abusé depuis l'âge de 7 ans se voyait maintenant donner le pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. Tout ce qui lui avait été fait, toute la douleur, toute l'humiliation, toute l'impuissance, il pouvait maintenant l'infliger à d'autres. C'était le génie pervers du système spartiate. Il transformait les victimes en bourreaux. Il créait un cycle où chaque génération d'hommes brisés brisait la génération suivante. À 20 ans, si un jeune homme survivait à tout cela, il devenait un citoyen spartiate complet. Il rejoignait les rangs de l'armée. Il participait aux Syssitia. Il pouvait voter dans l'assemblée. Il était libre. Sauf qu'il ne l'était pas vraiment. Il avait été tellement conditionné, tellement détruit et reconstruit selon les normes spartiates, qu'il n'était plus vraiment humain. Il était une machine à tuer, incapable d'empathie, terrifié de montrer la moindre faiblesse, et obsédé par l'idée de prouver sa virilité. Et quand lui-même aurait un fils, il le regarderait être emmené à 7 ans sans montrer d'émotion. Puis il choisirait son propre héromno parmi les nouveaux arrivants. Le cycle continuait. Plutarque, malgré son admiration pour Sparte, admet que les Spartiates étaient redoutables au combat, mais impossibles à vivre en temps de paix. Ils ne savaient pas comment fonctionner dans une société normale. La violence était tout ce qu'ils connaissaient. Xénophon note que les Spartiates interdisaient le commerce et l'artisanat, considérant ces activités comme indignes. Pourquoi ?
parce que ces activités nécessitaient de la créativité, de la coopération, de l'empathie. Des qualités que l'agoge avait systématiquement détruites. Aristote lui-même, pourtant admirateur de nombreux aspects de la culture grecque, critiquait sévèrement Sparte dans sa politique. Il écrivait que l'éducation spartiate créait de bons soldats mais de mauvais citoyens, et que leur système détruisait tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Mais ces critiques étaient rares et largement ignorées. Pendant des siècles, les philosophes, les historiens, les éducateurs ont idéalisé Sparte. Les Romains les admiraient. Les Européens de la Renaissance les célébraient. Les fascistes du XXe siècle les vénéraient. Même aujourd'hui, des films comme 300 présentent les Spartiates comme des héros ultimes. Des guerriers nobles défendant la liberté contre la tyrannie perse. Le film ne mentionne jamais les Hélos. Il ne parle pas de l'agoge. Il transforme un État esclavagiste brutal en symbole de résistance héroïque. C'est le pouvoir de la mythologie. Sparte n'était pas une société de guerriers libres. C'était une prison à ciel ouvert où une minorité de citoyens maintenait le contrôle sur une majorité d'esclaves terrorisés, et où cette minorité elle-même était créée par un système d'abus institutionnalisé d'enfants. Les garçons de 7 ans qui entraient dans l'agoge n'en ressortaient pas comme des héros. Ils en ressortaient comme des hommes brisés, incapables d'amour, incapables de confiance, capables seulement de violence et de domination. Et pendant 13 ans, chaque jour de leur enfance était volé. Chaque moment d'innocence était détruit. Chaque instinct humain normal était étouffé et remplacé par la peur, la haine et l'obéissance aveugle. Voilà ce que l'agoge faisait réellement. Pas de l'entraînement militaire. Pas de l'éducation. C'était la destruction systématique de l'enfance humaine, transformée en politique d'État et célébrée comme vertu. Si cette histoire vous a révélé quelque chose de troublant sur comment les sociétés glorieuses construisent leur grandeur sur la souffrance des enfants, sur comment les mythes héroïques cachent des crimes systématiques, sur comment nous célébrons encore des civilisations qui ont institutionnalisé l'abus, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour détruire les légendes confortables que l'histoire préfère maintenir. Laissez un commentaire avec vos pensées. Devons-nous continuer à admirer Sparte? Comment réconcilions-nous l'efficacité militaire avec la destruction humaine? Les victimes du système méritent-elles d'être rappelées? Souvenez-vous des garçons de 7 ans. Des milliers, sur des générations, arrachés à leur famille et jetés dans une machine qui les broyait pendant 13 ans. Ils n'ont jamais eu de nom dans nos livres d'histoire. Juste des statistiques, des exemples de discipline spartiate. Leurs cris résonnaient dans les collines autour de Sparte pendant que les philosophes écrivaient des traités admirant la société spartiate. Leur sang tachait l'autel d'Artémie pendant que les poètes chantaient la gloire de Lycurgue. Leur enfance était volée pendant que le monde appelait cela éducation. Ils méritent d'être rappelés. Pas comme des soldats. Pas comme des Spartiates. Mais comme des enfants qui ont été systématiquement détruits par une société qui appelait la torture formation et l'abus discipline. Voilà la vérité sur Sparte. Voilà ce que signifiait réellement l'agoge. Et voilà pourquoi, peut-être, nous devrions arrêter de célébrer une civilisation construite sur la destruction d'enfants.